Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la banlieue huppée de Wellington Heights, l'ordre et la perfection n'étaient pas seulement des habitudes, c'était un code de conduite. Les pelouses semblaient sortir d'un catalogue de jardinage, d'un vert éclatant, sans une mauvaise herbe. Les haies étaient taillées avec une précision militaire, comme si la moindre branche dépassant du lot risquait de troubler l'harmonie collective. Les allées étaient balayées chaque matin, les boîtes aux lettres brillantes, et les habitants, souriants en apparence, observaient tout et surtout tous ceux qui ne faisaient pas partie du décor. Ava Reynolds, 56 ans, divorcée depuis 10 ans, habitait le quartier depuis plus de 2 décennies. C'était une femme mince au visage sec, toujours tirée à 4 épingles, qui se vantait d'avoir vu naître chaque maison d'ici. Elle n'avait pas d'amis proches, mais tout le monde la connaissait, elle faisait partie de ces voisines qu'on saluait par politesse, mais qu'on craignait de contrarier. Dans le voisinage, on la surnommait à demi-mot, l'œil du quartier, ou parfois, entre les plus jeunes, la gardienne du portail invisible, ce seuil mental que franchissaient à leur risque et péril ceux qui n'avaient pas le bon visage, le bon ton, ou la bonne histoire. Ce samedi matin-là, un soleil doux baignait les façades blanches et les clôtures en fer forgé. Une légère brise faisait frémir les feuilles, et Ava, fidèle à son rituel, arrosait ses rosiers avec méthode, une main sur la hanche, l'autre tenant son tuyau d'arrosage comme un sceptre. Elle portait un legging beige impeccable, un polo rose parfaitement repassé, et un serre-tête nacré dans ses cheveux blonds tirés en arrière. C'était le genre de matin où tout semblait à sa place. Mais soudain, quelque chose perturba l'équilibre visuel. Une silhouette qu'elle ne connaissait pas. Une jeune femme noire, grande, les cheveux tressés en chignon soigné, marchait lentement sur le trottoir, un livre relié à la main, un sac en cuir brun à l'épaule. Elle portait une robe bleu marine sobre, des sandales plates, et dégageait une prestance discrète, presque poétique. Mais pour Ava, l'image ne collait pas. Son regard se durcit immédiatement. Elle ne l'avait jamais vue. Et dans son monde, cela suffisait. Encore quelqu'un perdu ? Murmura-t-elle avec agacement. Elle plissa les yeux, suivant chaque pas de la jeune femme. Celle-ci semblait pourtant parfaitement sereine, regardant les numéros des maisons comme quelqu'un qui savait où il allait. Ava posa son tuyau, essuya ses mains sur un torchon blanc plié dans sa poche, et fit un pas vers le bord de sa pelouse, comme si elle voulait mieux voir, ou mieux juger. Elle observa la jeune femme s'arrêter devant la maison d'en face, celle de son propre père, le juge Harold Reynolds, un homme autrefois célèbre pour ses décisions équilibrées et sa droiture morale. Depuis sa retraite, il vivait seul dans cette grande demeure grise à volets blancs, entourée de livres, de souvenirs et d'un vieux labrador. Ava fronça les sourcils. La jeune femme fouillait dans son sac, sortait ce qui semblait être une clé. Elle hésita un instant, comme pour s'assurer du bon numéro. Puis elle leva la main vers la serrure. C'en fut trop. Sans réfléchir davantage, Ava retourna sur sa terrasse, saisit son téléphone portable et composa le numéro des urgences. Sa voix était calme, mais chargée d'une certitude glaciale. « Oui, bonjour. Je signale une personne suspecte dans notre quartier. Une jeune femme afro-américaine, elle semble rôder près des maisons. Elle a essayé d'entrer dans celle d'en face. Elle jeta un dernier coup d'œil à travers les haies. Son regard était dur, fermé, convaincu d'agir pour le bien de tous. Elle n'avait posé aucune question. Elle n'avait rien demandé à la jeune femme. Elle avait seulement vu une couleur de peau, une démarche inconnue, et dans son esprit, cela suffisait pour qu'un crime se prépare. Ce qu'Ava ne savait pas, c'est que ce simple appel allait ébranler l'image qu'elle se faisait d'elle-même, de sa famille, et de ce monde qu'elle croyait maîtriser. 10 minutes plus tard, le vrombissement discret d'une voiture de patrouille brisa la tranquillité feinte de Wellington Heights. Le véhicule s'immobilisa à quelques mètres, et 2 policiers en uniforme sortirent. L'un était jeune, visiblement nouveau dans le métier, l'autre, plus âgé, portait l'attitude de ceux qui croient tout avoir vu. Ava les aperçut depuis son porche. Elle remit rapidement ses lunettes de soleil sur le nez, redressa les épaules et descendit avec entrain les quelques marches de sa véranda, un léger sourire aux lèvres. C'est elle. Là-bas, près de la maison grise, dit-elle,
en pointant du doigt avec une assurance glaçante, comme si elle désignait un sac de poubelle mal placé. Les deux agents acquiescèrent, l'un prenant la tête, l'autre consultant déjà son calepin. Ils s'approchèrent d'Imani d'un pas décidé, leur posture changeant subtilement, ni agressive, ni détendue, juste prête à tout, comme on l'est lorsqu'on avance vers une situation incertaine, mais teintée de stéréotypes. Imani les vit arriver sans surprise. Elle avait entendu le bruit de la voiture. Elle avait reconnu la façon dont l'un d'eux posa instinctivement la main près de sa ceinture, comme par automatisme. Elle était debout, droite, son sac fermé, son livre contre elle. « Bonjour mademoiselle. Pouvons-nous savoir ce que vous faites ici ?» Le ton était neutre, mais le sous-entendu pesait lourd. Imani, 23 ans, étudiante brillante en 3e année de droit à UCLA, savait exactement comment répondre, pas seulement en tant que citoyenne, mais en tant que jeune femme noire habituée à devoir justifier sa présence. Elle leva calmement les yeux vers eux, puis ouvrit son sac avec lenteur, méthode, respect. « Voici mon permis de conduire. Et voici ma carte étudiante. » Le policier jeta un coup d'œil. Il lut à voix basse, « Imani Walker. » Puis Imani ajouta, d'une voix douce mais ferme. « Je suis venu voir mon grand-père. Il habite ici, dans cette maison. » Le juge Harold Reynolds. Un silence. Léger flottement dans l'air. Les deux policiers échangèrent un regard. Et c'est la Cava, qui avait suivi les agents en retrait comme une directrice d'école surveillant une cour de récréation, se mit à rire. Un rire sec, pincé, presque nerveux. C'est absurde. Cette maison, c'est celle de Mon père. Et je ne vous connais pas, jeune fille. Elle insista sur les mots « mon père », comme si cette déclaration invalidait toute possibilité qu'Imani dise vrai. Comme si la biologie, la légitimité et l'histoire familiale passaient forcément par elle et uniquement par elle. Le plus jeune des policiers baissa un instant les yeux vers les documents, puis les rendit à Imani. « Vous avez dit que le juge Reynolds est votre grand-père ? Avez-vous une preuve de ce lien familial ? Un message, un appel ?» Imani ne montra aucun signe de panique. Au contraire. Elle savait que la vérité finirait par éclater. Elle inspira profondément, puis glissa la main dans sa poche pour sortir son téléphone. « Je peux l'appeler. Il m'attendait. Je suis simplement arrivée un peu en avance. » Elle commença à composer le numéro, lorsqu'un grincement sourd attira l'attention de tout le monde. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit lentement. Une silhouette apparut dans l'encadrement, se découpant sous la lumière du matin. L'homme était grand, légèrement voûté par l'âge, mais sa présence commandait toujours le respect. Il portait un pantalon en toile beige, une chemise blanche à col ouvert, et s'appuyait sur une canne en bois foncé. Ses cheveux gris étaient coiffés en arrière, et ses yeux, vifs malgré le poids des années, balayaient la scène. C'était le juge Harold Reynolds. Le vieux juge Harold Reynolds descendit lentement les marches de son Porsche. Son pas n'était plus aussi assuré qu'autrefois, mais son port restait droit, noble, imposant. Chaque mouvement de sa canne frappait le bois comme un écho du passé, celui d'un homme qui, durant des décennies, avait rendu la justice sans trembler, sans plier, même face aux tempêtes. Son visage portait les marques du temps, rides profondes, peau fine et légèrement tachetée, mais ses yeux n'avaient pas changé. Il brillait toujours de cette intelligence vive, de cette lucidité implacable et de cette fermeté qui avait fait sa réputation dans tous les tribunaux de l'État. Il marcha lentement jusqu'au groupe. Une légère brise fit danser les pans de sa chemise, mais son regard, lui, était immobile, tranchant. Il posa une main douce sur l'épaule d'Imani, puis leva les yeux vers elle avec une tendresse évidente, presque paternelle. « Imani. Ma chère petite fille. Tu es enfin arrivée. » Le silence qui suivit cette phrase fut presque surnaturel. Ava, figée à quelques mètres, recula d'un pas comme si quelqu'un venait de la gifler. « Papa, quoi ?» Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'un mélange de surprise, de blessure et de quelque chose d'autre, plus enfoui, une panique confuse, un désordre dans la vision bien rangée qu'elle avait toujours eue de sa famille. Le juge se tourna lentement vers elle, son visage se durcissant à mesure que ses mots prenaient forme. Imani est la fille de Sarah. Ava blêmit. Elle secoua la tête, un rire nerveux sur les lèvres,
comme si c'était impossible. Sarah. Ta fille? Tu veux dire, la fille que tu as eue avec cette femme noire? Elle avait craché les mots sans même s'en rendre compte, comme si l'idée même d'un lien familial noir déstabilisait l'ordre généalogique sacré qu'elle s'était inventé. Le silence qui suivit fut plus lourd encore. Il s'étira. On aurait pu entendre le bruissement des feuilles au loin, les roues d'un vélo d'enfant, un oiseau hésitant. Harold hocha la tête lentement, sans honte ni gêne. Oui. Cette femme noire, comme tu dis, s'appelait Lena. C'était une femme brillante. Courageuse. Une artiste. Et Sarah est née de notre amour. Un amour que tu as toujours refusé d'accepter. Une sœur que tu as refusé de rencontrer. Ava baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Tu savais. Tu savais que j'avais du mal à comprendre cette histoire. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Harold s'avança d'un pas. Sa voix, quoique calme, portait la fermeté d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. Tu ne m'as jamais posé la question, Ava. Tu ne m'as jamais cherché au-delà de ton propre confort. Tu as construit une version de notre famille où rien ni personne ne venait troubler l'apparence. Pas même la vérité. Les deux policiers, toujours présents, se raclèrent la gorge, confus. Le plus jeune, rouge de honte, prit la parole. Monsieur le juge, nous ne savions pas. Harold les regarda, son visage s'adoucissant légèrement. Je comprends. Vous avez répondu à un appel. Vous avez agi selon le protocole. Mais voyez maintenant à quoi mènent ces appels fondés sur la peur, les jugements hâtifs, les réflexes conditionnés. Il se tourna de nouveau vers Ava, et cette fois, son regard était glacial. Pas violent, mais impitoyable. Tu as appelé la police sur ma petite fille. Une jeune femme que tu n'as même pas pris la peine d'interpeller, de saluer, ou de comprendre. Tu l'as vue, et tu n'as vu qu'un danger. Pas une personne. Pas une possibilité. Juste une menace. Ava ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots ne venaient plus. Tout ce qu'elle avait cru, ce qu'elle avait voulu croire, que les choses étaient à leur place, que sa famille était, comme il faut, que ce quartier était à elle, s'effondrait dans une vérité trop nue pour être repoussée. Papa, je ne savais pas. Je ne l'imaginais pas. Non. Tu n'as pas voulu imaginer. Imani, restée droite et digne, n'avait rien dit jusque-là. Mais elle sentit qu'il était temps. Elle s'avança légèrement, son regard planté dans celui d'Ava. Elle n'avait ni colère ni condescendance dans la voix, juste une lucidité tranquille, celle d'une femme qui avait appris à exister dans un monde qui, souvent, la nie. Madame, je ne suis pas ici pour troubler votre confort. Je ne suis pas ici pour provoquer, ni pour revendiquer quoi que ce soit. Je suis simplement venu voir mon grand-père. Pour renouer. Pour découvrir une part de mon histoire. Si cela vous dérange, je n'y peux rien. Mais moi, je suis venu en paix. Ces mots flottèrent dans l'air comme une dernière leçon. Ava détourna les yeux, incapable de répondre. Et à cet instant, la façade bien propre de Wellington Heights n'avait jamais semblé aussi fragile. Ce jour-là, Ava Reynolds rentra chez elle sans dire un mot. Son visage habituellement fermé et contrôlé était marqué par une confusion nouvelle. Son pas était lent, presque incertain. Les fleurs qu'elle avait arrosées plus tôt semblaient flétrir sous ses yeux, comme si la lumière qui baignait le quartier quelques heures auparavant avait disparu avec ses certitudes. Elle monta les marches de son porche comme dans un rêve, entr'ouvrit la porte sans bruit, puis s'effondra dans son fauteuil beige, au salon. Autour d'elle, tout était à sa place, les coussins alignés, les livres bien rangés, les rideaux tirés à la même hauteur de chaque côté. Mais en elle, plus rien n'était en ordre. Le choc d'avoir été repris publiquement par son propre père, un homme qu'elle croyait connaître par cœur, l'ébranlait. Pire encore, elle avait été confrontée, sans filtre, à ce qu'elle avait toujours nié en elle-même, son ignorance, son intolérance, son enfermement dans une vision étroite du monde. Elle revoyait le regard de cette jeune femme Imani, si digne, si calme. Elle repensait à ses propres mots, qu'elle n'aurait jamais cru prononcer à voix haute, et qui sonnaient désormais comme des accusations contre elle-même. La fille que tu as eue avec cette femme noire,
elle avait parlé de la mère d'Imani comme d'une étrangère. Comme d'un intrus. Alors qu'elle était sa belle-mère, la compagne de son propre père, la mère de sa demi-sœur. Un frisson la traversa. Elle n'avait jamais cherché à comprendre. Elle avait fermé les yeux. Par paresse. Par peur. Par conformisme. Par confort. Et maintenant, tout cela la hantait. De l'autre côté de la rue, le porche de la maison grise baignait dans une lumière chaude et dorée. Le soleil déclinant colorait le ciel de reflets orangés, et une brise légère faisait teinter les feuilles du vieux magnolia qui veillait devant la demeure. Imani était assise dans un fauteuil en osier, une tasse de thé entre les mains. Le parfum du jasmin flottait dans l'air. Face à elle, Harold Reynolds, son grand-père, buvait lentement, les yeux posés sur elle, presque émerveillé. Il la regardait comme on contemple quelque chose de précieux qu'on croyait à jamais perdu. « Tu sais » dit-il, brisant le silence d'une voix rauque, « j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Trop de silence. Trop de compromis. Trop de choses que je n'ai pas su affronter. » Il posa sa tasse, croisa ses mains sur sa canne. « Mais t'avoir retrouvé, c'est peut-être la chose la plus juste que j'ai jamais faite. » Imani le regarda, les yeux brillants mais sans larmes. Elle n'était pas une femme qui pleurait facilement. Elle avait appris à se tenir droite, à répondre avec calme même quand tout en elle voulait hurler. Mais là, elle se sentait vue, entendue, acceptée. « Je suis heureuse d'être ici, grand-père. Même si ce n'est pas facile. » Il hocha la tête. « Rien de ce qui vaut la peine n'est facile. Mais aujourd'hui, tu as brisé une barrière. Celle de l'ignorance. Et peut-être aussi celle de la peur. » Il regarda la rue, paisible, avec ses pelouses parfaites et ses façades lisses. Un jour, peut-être, Ava comprendra. Peut-être qu'elle commencera à voir. Imani sourit doucement. Pas par naïveté. Mais par espoir mesuré. Je n'ai pas besoin qu'elle m'aime. Je ne cherche pas son affection. Mais peut-être qu'avec le temps, elle finira par me respecter. Harold posa sa main sur celle d'Imani, avec une tendresse lente, pudique. Et c'est là toute la différence. Tu ne demandes rien. Tu es simplement toi. Et c'est assez. Le silence reprit sa place, mais cette fois, ce n'était plus un vide. C'était un repos. Un moment suspendu entre les blessures du passé et l'aube d'un lien nouveau. Quelques semaines plus tard, un matin doux et silencieux s'était levé sur Wellington Heights. Les arbres, désormais dorés par l'automne naissant, laissaient tomber leurs feuilles une à une, tapissant les trottoirs d'un tapis ocre et rouge. L'air portait un parfum de changement, celui que seules les saisons savent murmurer à ceux qui veulent bien écouter. Imani sortit du salon de son grand-père, une tasse de café fumant entre les mains, pour ramasser le courrier du jour. Parmi les enveloppes officielles et les prospectus, elle remarqua une petite carte épaisse, sans timbre, sans adresse, simplement glissée sous la porte d'entrée. Elle la retourna. Pas de nom au recto, juste une écriture manuscrite, tremblante mais lisible. Intriguée, elle entra de nouveau, posa sa tasse et ouvrit doucement la carte. L'intérieur était sobre. Aucun dessin. Aucune signature ornementale. Juste ces mots, écrits à la main, avec soin. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux apprendre à voir autrement. Peut-être pourrais-tu m'apprendre. Ava. Imani resta immobile. Elle relut la carte une fois. Puis une seconde. Puis une troisième. Chaque mot semblait peser lourd, comme s'il avait été tiré non pas d'un dictionnaire, mais d'un combat intérieur. Ce n'était pas une grande déclaration, ni une justification. Ce n'était pas une lettre chargée de bons sentiments ou de promesses. C'était une faille. Une fissure dans le mur. Un commencement. Elle posa la carte sur la table, doucement. Puis elle alla s'asseoir sur le porche, dans le même fauteuil en osier où elle avait bu le thé avec Harold quelques semaines plus tôt. Le vent soufflait doucement. Une feuille tourbillonna jusqu'à ses pieds. Elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages glissaient lentement, comme s'ils savaient que tout changement véritable prend du temps. Et dans son esprit, une pensée s'imposa, simple, claire, ancrée. Le changement ne vient pas toujours avec des tambours. Parfois,
il arrive avec un choc. Parfois, avec une chute. Et parfois, avec une carte silencieuse, glissée sous une porte. Elle ne savait pas encore si elle répondrait. Mais elle savait qu'elle avait été entendue. Et cela, déjà, était une victoire.